J'ai cru voir les racines des arbres bouger sous mes pieds, comme si elles tentaient de m'enlacer, de m'entraîner sous terre. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un après-midi de fin d'été, où l'air était encore lourd de chaleur mais déjà marqué par les premiers signes de l'automne à venir. Les arbres commençaient à changer de couleur, et les feuilles jaunies craquaient sous mes pas tandis que je préparais mon équipement pour une nuit en pleine nature. Mes grands-parents vivaient depuis toujours dans une petite maison à l'orée de la forêt, un endroit où j'avais passé une grande partie de mon enfance, à explorer chaque recoin, à découvrir chaque sentier caché. Cette forêt, je la connaissais par cœur, du moins le pensais-je. Je décidai donc de camper seul, comme je l'avais déjà fait tant de fois auparavant. Le ciel était couvert, mais la pluie ne me faisait pas peur. J'avais toujours trouvé quelque chose de réconfortant dans le bruit régulier des gouttes d'eau tombant sur la toile de ma tente. J'avais choisi un emplacement que j'affectionnais particulièrement, un petit recoin isolé, loin des sentiers fréquentés, où la forêt semblait se refermer sur elle-même, créant une atmosphère intime et sereine. En fin d'après-midi, j'avais monté ma tente avec soin, en vérifiant 2 fois que tout était en ordre. J'avais disposé mon sac de couchage, rangé mes affaires, et allumé un petit feu pour me préparer un repas simple. La nuit était tombée rapidement, et avec elle, la pluie avait commencé à tomber, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Rien d'inquiétant, je m'étais dit. Après avoir éteint le feu, je m'étais glissé dans mon sac de couchage, prêt à m'endormir au son apaisant de la pluie. Mais au milieu de la nuit, quelque chose m'a réveillé brusquement. Ce n'était pas un bruit, mais une sensation, un frisson glacé qui a parcouru mon corps, me faisant ouvrir les yeux dans une terreur inexplicable. Ma tente, qui devrait me protéger des éléments, était grande ouverte. Pire encore, la partie supérieure avait été enlevée, comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'avait arrachée. J'étais là, allongé en boxé, sans couverture, sans mes affaires, sous une pluie glaciale qui me trempait jusqu'aux os. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Comment cela pouvait-il être possible ? Ma tente avait un système de fermeture qu'on ne pouvait ouvrir que de l'intérieur. Pourtant, là, sous mes yeux, elle était complètement déchirée. Mes vêtements, mon sac, tout avait disparu. Il ne restait que moi, vulnérable et terrifié, dans cette tente dévastée. La panique m'a envahi. Je savais que rester là, exposé, n'était pas une option. Sans réfléchir, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Je devais retrouver le sentier principal, revenir vers quelque chose de familier, de sûr. Mais chaque pas dans la boue était un supplice, et la pluie qui me battait le visage semblait s'intensifier à chaque instant. Les arbres, autrefois si rassurants, semblaient maintenant se tordre dans des formes menaçantes, leurs branches devenant des griffes prêtes à m'attraper. C'est alors que j'ai senti quelque chose d'étrange, une présence, une énergie lourde et oppressante qui pesait sur moi. Plus j'avançais, plus cette sensation devenait palpable, comme si la forêt elle-même essayait de m'empêcher de partir. À un moment, j'ai cru voir les racines des arbres bouger sous mes pieds, se tordre et se rapprocher de mes chevilles, comme si elles tentaient de m'enlacer, de m'entraîner sous terre. Mon esprit paniqué a essayé de rationaliser cela, de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination due à la peur et à l'épuisement. Mais l'idée que la forêt voulait m'engloutir me hantait. Je continuais de marcher, ou plutôt de trébucher, dans cette obscurité presque totale, guidé uniquement par mon instinct de survie. Chaque bruit dans la nuit me faisait sursauter, chaque ombre devenait une menace. Je ne savais pas combien de temps j'avais marché, mais cela m'a semblé une éternité. Mes pieds me faisaient mal, mon corps était couvert de boue, et la pluie continuait de tomber, impitoyable. Puis, soudainement, au milieu de cette nuit cauchemardesque, j'ai entendu des voix. Des voix humaines. À travers les arbres, j'ai vu des lumières se rapprocher, et j'ai réalisé que c'étaient les gardes forestiers. Mes grands-parents, inquiets de me savoir seul dans les bois par un temps pareil, avaient appelé à l'aide. Ils m'ont retrouvé, emboxé, tremblant de froid, couvert de boue et de larmes. Jamais je n'avais ressenti une telle peur, une telle terreur pure et brute. J'ai un ami qui est garde forestier sur les sentiers, en gros un garde qui ne peut pas vraiment vous causer des ennuis.
Il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée un jour alors qu'il récupérait des caméras de surveillance de la faune placées illégalement et qu'il démontait des miradors de chasse, des mangeoires et des cachettes avec un autre garde. Ce dernier ne se sentait pas bien, alors il lui a dit qu'il rentrait, car il y avait 1 heure de trajet en quad. Mon ami a terminé son travail quand il a entendu des voix. Il faut savoir qu'il était très loin des sentiers battus. Il a appelé pour voir si quelqu'un répondait, mais personne n'a répondu. Comme la nuit tombait, il a décidé de rentrer, mais il a découvert que son quad ne démarrait plus. En y regardant de plus près, il s'est rendu compte que la batterie n'était plus connectée. Il l'a reconnectée et a réussi à démarrer, mais le quad avançait très lentement. Moins d'un demi-mile plus tard, le quad est complètement tombé en panne. Il a alors appelé à la radio pour demander de l'aide, et les gars, j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher. On lui a dit que quelqu'un allait venir, mais qu'il faudrait 1 heure. Il a demandé si l'autre garde était bien rentré, et on lui a répondu que non. Il s'est installé et a allumé un petit feu, mais peu de temps après, il a de nouveau entendu des voix. Il faisait nuit, et mon ami n'était pas rassuré. Les voix semblaient maintenant être celles de 2 personnes en pleine dispute. Quelqu'un semblait être en colère et criait sur une autre personne qui paraissait effrayée. Il a appelé pour savoir si quelqu'un avait besoin d'aide, mais les voix ne semblaient pas prêter attention à lui. Il a estimé qu'elles devaient être à moins de 300 mètres de lui. Il a appelé à la radio à nouveau, mais on lui a dit qu'ils avaient du mal à localiser le sentier sur lequel il se trouvait et qu'il n'était toujours pas parti. Il a alors demandé de contacter l'autre garde pour obtenir des indications, car celui-ci était parti avec l'iPad contenant la carte. On lui a répondu que ce garde n'était toujours pas rentré. Environ 3 minutes plus tard, les voix ont recommencé. Mon ami a décidé de se diriger vers elles, espérant qu'il pourrait les convaincre d'arrêter de se disputer et peut-être obtenir une carte. Mais à mesure qu'il avançait, les voix semblaient s'éloigner. Après 20 minutes, il a abandonné et est retourné sur ses pas. Peu de temps après, il a reçu un appel radio lui indiquant que l'autre garde avait été retrouvé inconscient, couvert de vomi, et qu'il était en route pour l'hôpital. Cependant, il avait marqué tous les endroits où ils avaient trouvé des miradors, ce qui donnait une idée générale de la localisation de mon ami. Puis la radio est morte. Les voix sont revenues. Ennuyé et effrayé, il a décidé d'écouter ce dont ils se disputaient. Il a entendu des bribes comme « Eh bien, ce n'était pas à toi de prendre, je m'en fous, tu aurais dû savoir », et ainsi de suite. Il en a déduit que c'était probablement 2 chasseurs qui se disputaient une prise. Puis il a entendu l'un d'eux crier quelque chose d'inintelligible, puis le silence. Bang, un coup de feu. Il a immédiatement éteint son feu et s'est caché. Après cela, il n'a plus rien entendu, juste sa propre respiration pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'il voie les lumières d'un quad. Il a raconté tout ce qui s'était passé aux gardes venus le chercher, et ils ont appelé pour signaler l'incident. Des recherches ont été menées pendant 3 heures sans succès. Ils sont revenus le lendemain avec la police et des chiens. Après environ 1 heure de recherche, ils ont trouvé une tombe peu profonde contenant un homme mort depuis longtemps, visiblement abattu d'une balle dans le visage. Le squelette était là depuis des années. Donc, soit la dispute qu'il a entendue s'est terminée par un coup de feu, et les 2 personnes sont rentrées chez elles cette nuit-là, soit il a entendu le meurtre d'une personne qui s'était produit des années auparavant. Je suis garde forestier au sein de l'USFS depuis presque 15 ans, mais cette histoire remonte à environ 3 ans après mon entrée en fonction. Nous recevions des appels concernant un loup solitaire portant un collier, aperçu autour des campings. C'était étrange, car les loups ne sont pas connus pour être présents dans la région, mais quand on travaille sur le terrain assez longtemps, on réalise que tout est possible. Heureusement, aucun appel ne mentionnait de comportement violent de la part de l'animal. Je suis parti de la station vers midi pour aller vérifier les endroits où il avait été aperçu. J'ai erré pendant environ 3 heures, sans recevoir d'autres appels entre-temps, jusqu'à ce que je décide de faire une pause pour boire de l'eau. Je me suis assis, j'ai mangé un petit encas, bu de l'eau et me préparais à repartir quand j'ai aperçu la créature à une vingtaine de mètres, trottinant près de la lisière des arbres. Elle semblait amicale et portait un collier, alors j'ai sifflé pour l'appeler, et elle est venue vers moi. En y regardant de plus près, j'ai vu que ce n'était pas un loup. C'était énorme, mais c'était sombre et la structure de son corps n'était pas celle d'un loup, bien que de loin,
la confusion soit compréhensible. J'ai appelé à la radio pour signaler que j'avais trouvé le chien, mais dès que j'ai dit que j'allais l'emmener, le chien s'est enfui. Comme s'il jouait, pour voir jusqu'où il pouvait me faire courir après lui, comportement typique d'un chien. Je l'ai poursuivi, et je jure que c'était un véritable jeu de poursuite pendant au moins 5 minutes, alors que nous courions à travers la forêt. Je déconseille de courir à travers les bois à moins de connaître la zone comme sa poche. Le chien a enfin ralenti près d'un lit de rochers et d'un ruisseau, et a commencé à tourner autour d'un endroit. En m'approchant, je n'ai d'abord rien remarqué d'anormal, puis je l'ai vu, la végétation avait presque camouflé ce qui semblait être des ossements. J'ai immédiatement appelé cela, et une autre équipe a été envoyée pour récupérer les restes. Quand j'ai voulu récupérer le chien, il avait disparu. Mais, honnêtement, ce n'était plus la priorité à ce moment-là. Il était suffisamment amical, et je me suis dit qu'on finirait bien par le retrouver plus tard. Les ossements ont été identifiés comme étant ceux d'un adolescent, mort d'une balle auto-infligée à la tête. Il avait été signalé disparu dans la région bien avant que je ne devienne garde forestier, et il n'y avait pratiquement plus d'espoir de le retrouver. J'ai parlé à sa mère au téléphone, elle a appelé pour me remercier personnellement, et elle m'a demandé comment j'avais trouvé son fils. J'ai mentionné le chien noir, puis j'ai eu l'impression d'avoir dit quelque chose de mal car il y a eu un silence de son côté. Après avoir donné quelques détails sur le chien, elle m'a expliqué doucement que son fils, qui avait du mal à se lier aux autres, était tombé dans une profonde dépression après la mort de son meilleur ami, le même chien qui m'avait conduit à lui. Je pense que j'ai passé le reste de la journée sous le choc. Je continue d'avoir du mal à y croire, d'une certaine manière. Mais je sais ce qui s'est passé. J'étais membre d'un groupe assez similaire aux scouts, donc nous passions beaucoup de temps dans les bois, et il se passait souvent des choses étranges, mais la plupart du temps, c'était facile à expliquer. Cependant, il y a une chose qui s'est produite et qui, encore aujourd'hui, me fait froid dans le dos. J'étais responsable d'un groupe d'enfants âgés de 8 à 10 ans, et nous étions en sortie de camping. C'était la première année que nous séjournions sur ce terrain, et il était immense. D'habitude, nous explorons la majorité du terrain avant l'arrivée des enfants pour repérer les zones potentiellement dangereuses à éviter. Cette fois-ci, c'était impossible. À chaque camp, nous organisons un « jeu de nuit », un jeu généralement effrayant où les enfants doivent accomplir plusieurs tâches pendant que les chefs les terrifient. Évidemment, nous en avions aussi prévu un pour ce camp. Nous nous étions déguisés en monstres et cachés dans les bois près des points de contrôle qu'ils devaient franchir. En courant entre les points de contrôle, j'ai trouvé un coin de la forêt assez dégagé, avec peu de feuillage, idéal pour poursuivre les enfants. Il n'y avait pas vraiment d'endroit où se cacher à part derrière les arbres, donc je ne pouvais pas utiliser ma lampe de poche, sinon ils m'auraient repéré de loin. Il faisait sombre, ce genre d'obscurité inquiétante qui joue des tours à vos yeux et vous fait imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Pendant que je restais là, j'ai vu une ombre de ma taille courir près de moi à plusieurs reprises. Je ne pouvais pas la distinguer clairement, donc j'ai supposé que j'imaginais des choses, car rien n'était là quand j'éclairais avec ma lampe de poche. Le jeu touchait à sa fin, et j'ai vu l'ombre à nouveau, cette fois debout vaguement près d'un arbre non loin de moi. J'ai pensé que c'était un des autres chefs cachés pour effrayer les enfants et j'ai décidé de m'en approcher, car il était temps de retourner au camp. J'ai pointé ma lampe de poche vers l'arbre, et en m'approchant, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement quelqu'un, habillé d'un sac en toile de jute déchiré, la tête couverte de plusieurs sacs plastiques blancs attachés ensemble. Un sentiment de terreur pur m'a envahi, quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai demandé si tout allait bien, mais la personne n'a pas répondu. Tout ce que j'entendais était un bruit étrange qui ressemblait à quelqu'un qui frappait du bois. Néanmoins, je me suis approché jusqu'à être à environ 10 mètres de cette personne. Le bruit de claquement était en fait cette personne qui frappait sa tête contre l'arbre. En y regardant de plus près, j'ai remarqué que c'était un homme. Il était pieds nus, et ses bras et jambes étaient couverts de boue séchée, ses mains dans une position étrange et crispée. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un des autres chefs qui me faisait une blague, alors je lui ai dit d'arrêter. Il a lentement tourné la tête et a commencé à marcher vers moi. Quelque chose en moi m'a dit de courir, peu importe si ce n'était qu'une stupide blague et que j'avais eu peur pour rien. Si ce n'était pas une blague, j'avais l'impression d'être en grave danger, alors j'ai couru aussi vite que je pouvais. Je l'ai entendu courir après moi, mais je ne voulais pas me retourner,
de peur de percuter un arbre. Je suis arrivé au camp, et toutes les personnes qui auraient pu être déguisées étaient déjà là. Elles ne pouvaient pas être arrivées avant moi, et même si c'était le cas, elles n'auraient certainement pas eu le temps de se changer en vêtements normaux. Je leur ai donc raconté ce qui s'était passé, en leur disant qu'ils m'avaient bien effrayé. Ils m'ont regardé bizarrement, pensant que j'essayais de leur faire peur, et on en est resté là. Le lendemain, je voulais retourner sur place pour vérifier, on ne sait jamais, peut-être qu'un type bizarre avait mangé des champignons hallucinogènes et se trouvait là, en train de mourir d'hypothermie. J'ai emmené quelqu'un avec moi, juste au cas où, et il n'y avait rien d'autre que des arbres à perte de vue. Nous sommes arrivés à l'arbre où j'avais vu la personne frapper sa tête, et il y avait un lapin mort, écorché et en décomposition, cloué à l'arbre. Nous avons appelé la police, ils ont fait un tour rapide et ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une blague d'un autre groupe de scouts ou d'enfants du village voisin, puis ils sont partis. Nous n'avons rien remarqué d'étrange après cela, donc c'était probablement une mauvaise blague, mais sérieusement, certaines personnes ont un humour vraiment tordu. Mon cousin travaille pour le service forestier dans la région du Montana Wyoming, et j'ai décidé de l'accompagner pour « tester les eaux », littéralement. Elle fait de l'hydrologie et doit se rendre au milieu de nulle part pour tester les ruisseaux et le ruissellement de la neige afin de s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants. Je trouvais ça amusant et j'avais envie de faire un petit tour avec elle. Nous devions camper là-bas pendant 2 nuits, alors nous avons emballé tout notre matériel dans des sacoches et sommes partis. Le premier jour et la première nuit ont été incroyables. Un paysage magnifique et une qualité de l'air exceptionnelle. C'est vraiment paisible là-bas. J'adore cette région et j'aimerais pouvoir y aller plus souvent. Bref, nous avons commencé la 2e journée, et ma cousine m'a dit « Tu veux voir quelque chose de bizarre ?» Évidemment, j'ai dit oui, alors elle m'a emmené dans une petite excursion dans ce minuscule ravin. Nous avons fini par nous éloigner d'environ 2 heures de notre itinéraire prévu. À la fin de cette dépression dans le terrain, elle descend de son cheval et me dit de descendre aussi. Nous les attachons dans une petite clairière magnifique, et elle me dit de suivre un minuscule sentier de la faune et d'apporter notre petite radio rechargeable. C'est l'une de ces radios que l'on peut brancher ou remonter à la main, qui fait aussi office de lanterne si nécessaire, mais qui épuise rapidement les batteries. Je la suis, et là, au milieu de nulle part, il y a un énorme enroulement de fil sortant du sol. Le fil lui-même n'est pas anormalement gros, comme un câble de transmission enterré, mais plutôt petit, comme du fil de calibre 10 ou 12 pour une maison. Il se ferait un chemin à travers les buissons et les arbres, alors bien sûr, ma curiosité m'a poussé à suivre ce foutu fil. Ma cousine me suit alors que je continue, et ce fil, après être sorti tout droit du sol, est enroulé autour des branches des arbres, puis retourne au sol, serpente autour des rochers, pour finalement se terminer sur une prise de courant. Cette prise est montée sur le côté d'un bureau. Un bureau qui ressemble à celui d'un enseignant de mon enfance, avec une base en métal et un plateau en pseudo-bois plastique. Pas de chaise, pas de bâtiment, rien du tout, juste cette prise et ce bureau. Je fixe ce bureau au milieu de la forêt, totalement confus, quand ma cousine prend la radio, sort le cordon et la branche dans la prise. Cette foutue radio s'est alors allumée et a commencé à cracher des grésillements. Le fil était alimenté de quelque part. Or, l'endroit où nous nous trouvions n'avait aucun accès routier, pas de bâtiment à des kilomètres à la ronde et aucune autre personne autour. Et pourtant, il y avait une prise sous tension. C'était incroyablement bizarre. Pas de sursauts effrayants ni de corps, juste un bureau alimenté en plein milieu des bois. J'aurais vraiment dû prendre une photo. Je voyageais seul autour de la péninsule olympique dans l'État de Washington, en faisant divers arrêts dans le parc national olympique. J'ai décidé de m'arrêter à Quinault pour la première fois et j'ai emprunté une route au hasard qui se terminait à un endroit magnifique au bord de la rivière Quinault. Il y avait un vieux pont suspendu qui traversait la rivière, mais il avait l'air si délabré que j'ai décidé de ne pas le traverser, de peur qu'il ne s'effondre. C'était hors saison et je n'étais pas dans une zone touristique. J'étais seul. Il faisait tellement chaud, de manière inhabituelle, que j'ai ressenti le besoin impératif de me baigner dans cette eau. J'ai reculé ma voiture jusqu'au bout de la route, face à la direction dans laquelle je devrais partir, puis j'ai commencé à traverser des buissons épais et à descendre un talus pour atteindre le bord de l'eau. Il n'y avait pas de sentier, c'était une zone assez sauvage.
C'était le milieu de l'automne, et je n'avais pas de maillot de bain avec moi puisque je n'avais pas prévu de nager, alors j'ai simplement enlevé mes vêtements et je suis rentré dans l'eau en sous-vêtements. Je nageais tranquillement, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que j'étais observé, même si j'étais au milieu de nulle part. Après environ 5 minutes, ce sentiment de malaise est devenu si fort que j'ai décidé de sortir de l'eau. J'ai tourné le dos à l'autre côté de la rivière et j'ai commencé à marcher vers mes vêtements et mes chaussures que j'avais laissés derrière moi. Quand je me suis retourné, il y avait un grand homme debout en pleine vue, juste en face de moi, de l'autre côté de la rivière, mais sur un talus plus élevé que celui où je me trouvais. Il portait un poncho fait de peaux d'animaux, avait de longs cheveux emmêlés de branches et de brindilles, et il semblait vivre dans la nature depuis très longtemps. Nous sommes restés là à nous regarder, moi, figé par la terreur, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, quand soudain, il s'est mis à courir frénétiquement en direction du pont suspendu pour traverser l'eau. J'ai attrapé ma clé de voiture, essayé de récupérer mes vêtements et mes chaussures, mais ils étaient emmêlés dans des ronces, alors j'ai tout laissé et j'ai couru pour sauver ma vie, traversant les buissons épais et les ronces, pieds nus en sous-vêtements, essayant d'atteindre ma voiture avant qu'il ne traverse la rivière. Je n'avais aucun doute dans mon esprit qu'il essayait de me faire du mal. Quand je suis enfin sorti des ronces, j'ai vu qu'il traversait le pont vers moi à toute vitesse. J'ai atteint ma voiture et ouvert la porte juste au moment où il arrivait. J'ai verrouillé les portes tandis qu'il frappait sur le capot de ma voiture, en criant et en grognant de manière inarticulée. Au moment où il a essayé d'ouvrir la porte côté conducteur, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti aussi vite que j'ai pu. En regardant dans le rétroviseur, je l'ai vu courir après ma voiture. Il a dû me poursuivre sur au moins 1 kilomètre avant de disparaître de ma vue. Je saignais de partout à cause des ronces que j'avais traversées presque nu. J'étais trempé, dévêtu, tremblante et en pleurs. Si j'avais hésité ne serait-ce que 10 secondes de plus, je ne pense pas que je serais sorti vivante de cette situation. Même en écrivant cette histoire à nouveau, des années plus tard, je commence à trembler. J'avais l'impression d'être traqué, c'est la seule manière de décrire ce que j'ai ressenti. Je ne retournerai jamais, jamais dans cette région. Depuis ce jour, j'apporte toujours un compagnon de randonnée avec moi lorsque je m'aventure en forêt. Cette journée va me hanter toute ma vie. J'ai suivi de nombreuses années de thérapie, mais cette expérience est encore aussi vive que le jour où elle s'est produite. Je travaille dans un camp d'été où j'emmène des enfants en excursion en canoë pendant quelques jours dans des parcs nationaux. Une nuit, après avoir installé le campement et éteint le feu, je faisais une dernière vérification du site. J'ai regardé le lac et j'ai vu un homme seul en train de pagayer dans un canoë. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais pas complètement hors du commun. Le seul truc bizarre, c'est qu'il était tout seul. Il m'a fait un signe de la main, et en bon Canadien poli, je lui ai répondu par un signe de la main aussi. Je suis allé me coucher dans la tente des moniteurs, et tout était normal. Cette nuit-là, j'avais du mal à dormir, alors j'ai décidé d'aller observer les étoiles, ce qui a tendance à me calmer. Je suis sorti de la tente et j'ai vu cet homme sur notre campement, fouillant dans nos bâches et sacs. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'il cherchait de la nourriture ou des drogues, mais peu importe. Ce type était près des campeurs dont j'avais la responsabilité. Nous nous sommes regardés dans les yeux, et cet homme s'est levé. Il était incroyablement grand, et moi, je suis plutôt petit, alors j'ai rapidement attrapé la première chose qui m'est venue à l'esprit, une bombe de gaz poivré contre les ours. Ce truc est censé pouvoir stopper un ours en charge, alors je l'ai tenu prête à l'emploi et je lui ai dit de foutre le camp de mon campement. Il ne parlait pas vraiment, il balbutiait juste quelque chose comme « Oh je ne vous avais pas vu ». Quand il est parti, j'ai immédiatement réveillé les autres moniteurs, et nous avons veillé à ce qu'ils s'en aillent. Nous avons utilisé notre téléphone satellite pour appeler les gardes du parc, leur donner notre position, une description du type et leur raconter ce qui s'était passé. Sans aucun doute, c'était le moment le plus effrayant que j'ai vécu dans ce travail. J'ai appris à ne pas craindre les animaux, car pour la plupart, ils sont prévisibles, un peu idiots et non malveillants. Mais les gens, c'est autre chose. La chose la plus effrayante et la plus dangereuse à rencontrer dans la nature, c'est un être humain. Mon grand-père avait un ami de chasse dans les années 70 qui vivait pratiquement en ermite dans les bois du Nord-Ouest Pacifique. Pendant une sortie de chasse, il est allé séjourner avec lui dans sa cabane,
perdu au cœur des montagnes Cascades. Pas d'eau courante, pas d'électricité, et à des kilomètres de la ville la plus proche ou de la moindre route pavée. La cabane de son ami était construite sur pilotis, sur une pente, avec un balcon à environ 3 mètres au-dessus du sol, sans escalier ni échelle pour y monter. Mon grand-père affirme qu'il connaissait cet homme depuis longtemps et qu'il n'avait pas la personnalité pour mentir. Et je sais que mon grand-père n'était pas du genre à raconter des histoires à dormir debout. Une nuit, pendant leur séjour, il se détendait dans la cabane après une journée de chasse, et son ami lui dit que le Bigfoot rôdait dans la région et qu'il fallait faire attention en sortant la nuit. Pensant qu'il plaisantait, mon grand-père a ri et n'y a pas prêté attention. Mais son ami a alors pris un air très sérieux, a attrapé quelques fruits, du pain et du jerky, les a mis dans un bol, et est allé le déposer sur le bord du balcon. Il lui a dit, le bol sera vide demain matin, puis il est allé se coucher. C'était une cabane d'une seule pièce, d'environ 30 mètres carrés. Mon grand-père avait installé un lit de camp près de la fenêtre du balcon, et il a été réveillé au milieu de la nuit par un bruit à l'extérieur. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a vu que le bol était vide. Il affirme, encore aujourd'hui, qu'il a vu 4 doigts posés sur le bord du balcon juste avant qu'ils ne disparaissent. Il n'est jamais retourné chasser dans cette région. L'année dernière, je suis allé camper au début du printemps avec quelques personnes dans un endroit assez isolé, le parc national de Watagan. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour, et c'était vraiment un bel endroit. 2 jours après le début de notre séjour, la chaise de camping d'un de mes amis s'est cassée, et nous avons fouillé dans toutes nos affaires à la recherche de colliers de serrage. Nous avons fouillé dans les tentes et les voitures, mais nous n'avons pas trouvé de collier. Alors, nous avons laissé tomber. Cette nuit-là, j'ai été réveillé par ma tante qui tremblait légèrement. J'ai réveillé mon petit ami à côté de moi, nous avons ouvert la tente, et c'était un de nos amis. Il était en panique, disant qu'il ne pouvait pas respirer, que quelque chose l'étranglait. Nous nous sommes levés d'un bond avec une lampe torche, et en éclairant son cou, nous avons trouvé 2 colliers de serrage noir serrés autour de son cou. Ils étaient suffisamment serrés pour lui couper une partie de sa respiration. Après avoir réussi à couper les colliers, nous sommes retournés nous coucher, nous n'avons pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, nous avons demandé à notre ami ce qui s'était passé, s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans sa tente. Il nous a dit que quand il s'est réveillé cette nuit-là, sa tente était ouverte. C'était terrifiant de réaliser que quelqu'un, ou quelque chose, avait pu entrer dans sa tente, l'étrangler avec des colliers de serrage que nous n'avions même pas, et repartir sans laisser de traces. Un de mes meilleurs amis de l'université était un étudiant en géologie qui a fini par devenir garde forestier dans le sud-est des États-Unis. Nous n'avons pas parlé depuis des années, c'est souvent ce qui arrive en vieillissant, mais je me souviens qu'il y a environ 8 ou 9 ans, il m'avait raconté une histoire au sujet d'un couple de personnes âgées qu'il avait récemment aidées. Il les avait vus venir au parc plusieurs jours de suite et avait découvert qu'ils étaient en visite depuis l'ouest du pays. Il s'était fiancé dans ce parc des décennies plus tôt et cherchait l'endroit précis où il avait fait sa demande en mariage, mais ils avaient du mal à le retrouver. Après avoir regardé leurs photos et compris à peu près où ils essayaient de se rendre, il les avait escortés dans son véhicule, puis avait fait une randonnée avec eux jusqu'à l'endroit qu'il pensait être le bon. Ils l'ont trouvé, et il les a laissés là pour retourner à son poste à l'entrée du parc. Une fois revenu à son poste, il a ressenti une étrange impression, comme s'il devait attendre de les voir partir. Quand il fut temps de fermer le parc pour la nuit, il ne les avait toujours pas vus sortir. Inquiet, il a signalé leur absence, a laissé son assistant à la cabane d'entrée, et est retourné à l'endroit où il les avait laissés. Il les a trouvés allongés côte à côte au bord de la rivière, se tenant dans les bras l'un de l'autre. Aucun des deux n'était en vie. Il a appelé la police, a suivi toute la procédure, puis est rentré chez lui. La police a pu lui révéler leur identité, mais au début, il n'était sûr de rien d'autre. Plus tard, il a appris que la femme était atteinte d'un cancer en phase terminale, et qu'ils avaient tous les deux décidé de mettre fin à leur jour en ingérant une sorte de mélange de produits chimiques ou de médicaments. Ils avaient simplement choisi de le faire à l'endroit où ils s'étaient fiancés. Mon ami n'était pas particulièrement bouleversé par l'incident. Il était évidemment triste pour eux, mais il pensait qu'ils n'avaient pas demandé de l'aide plutôt parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un pense qu'il les avait aidés à se suicider.
Quand j'avais 18 ans, j'habitais dans une zone très rurale et j'aidais une entreprise de sécurité appartenant à un ami de la famille. C'était en octobre, vers 21h, et nous venions de commencer notre ronde de nuit pour patrouiller ce qui était autrefois un manoir. Un peu de contexte sur cet endroit, la rumeur disait que la maison était maudite et hantée par des démons et des âmes torturées. Au fil du temps, ce lieu avait servi de résidence, d'hôtel, d'hôpital, de maison de retraite, et avait finalement été abandonné dans les années 60. Pendant les 40 années suivantes, le manoir avait été régulièrement vandalisé par des enfants et des gangs, et avait même été incendié à plusieurs reprises, tous cherchant à vérifier s'ils pouvaient constater cette malédiction par eux-mêmes, ou bien croyant assez à la légende pour vouloir voir cet endroit disparaître. Personnellement, je ne croyais pas vraiment aux histoires de hantise, mais je dois admettre que cet endroit me rendait un peu nerveux. Revenons à l'histoire, il faisait nuit, comme c'est toujours le cas à cette heure-là fin octobre. Il faisait aussi très froid. D'habitude, les lumières autour du jardin étaient suffisantes pour que nous puissions voir ce que nous faisions sans avoir besoin de torcher. Mais cette nuit-là, toutes les lumières se sont éteintes d'un coup. Bon, c'était bizarre, mais pas inquiétant, nous avions nos lampes de poche sur nos téléphones. Sauf que nos écrans de téléphone se sont mis à clignoter. Là, ça devenait vraiment étrange. Et si ça s'était arrêté là, je serais probablement rentré chez moi en croyant qu'il y avait un problème avec l'électricité de la maison et des environs. Dans certaines zones rurales, l'électricité est capricieuse, les lumières sautent et clignotent souvent. Je vis maintenant dans une zone rurale et cela arrive fréquemment. Mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons entendu des cris stridents venant de la maison. Ce son n'avait rien d'humain. Je ne sais même pas comment le décrire, mais c'était suffisant pour vous donner l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds et que votre sang se glaçait. Et pendant ce qui a dû être 30 secondes interminables, ces cris inhumains étaient accompagnés de chuchotements incompréhensibles, beaucoup plus proches de nous, ainsi que des ombres représentant divers actes de suicide et d'automutilation. Quand nous avons réalisé que nous avions tous vécu la même chose, nous avons appelé la police pour signaler la perturbation, et nous avons quitté les lieux dès leur arrivée. Aucune preuve de la présence de quelqu'un dans la maison n'a été trouvée, aucune trace d'effraction, rien. Nous étions 4, et nous étions les seuls sur la propriété. Je n'ai jamais remis les pieds là-bas depuis, bien que les autres y soient retournés. À ma connaissance, ils n'ont jamais eu une autre expérience similaire. Nous étions installés dans un camping près des Dover Lights en Arkansas. Ce n'était pas le camping le plus luxueux, mais nous avons rencontré un type qui passait beaucoup de temps là-bas, autant que la loi le permettait, tout en travaillant et apparemment en gagnant beaucoup d'argent. Il passait donc la moitié de l'année en vacances dans les bois. Ce type a proposé à mon ami de surveiller l'endroit pendant qu'il allait rendre visite à son fils. Mon ami a immédiatement invité d'autres personnes, dont moi, pour venir passer quelques jours là-bas. Nous avons passé notre temps à boire, fumer, pêcher, et faire un peu n'importe quoi. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une de mes amies se saoule complètement et sorte en pleine nuit, totalement nue, pour manger des haricots à pleine main directement d'une casserole froide. Comme je suis quelqu'un qui aime la propreté, je l'ai suivie dehors pour m'assurer qu'elle ne se blesse pas, tandis que les autres rigolaient. Là, elle est dehors, couverte de haricots, et j'essaie de la convaincre de se calmer et de se nettoyer avec une serviette quand, soudainement, elle lève la tête comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Elle fixe les arbres autour de nous, nous sommes seuls et il fait noir comme dans un four, avant de littéralement grogner et de se précipiter en courant dans les bois. Je ne savais absolument pas quoi faire. Je l'avais complètement perdue de vue, et elle était toute nue, seule dans les bois. Après plusieurs tentatives infructueuses pour l'appeler, j'ai fait la chose la plus stupide possible en la suivant. Environ 5 mètres dans l'obscurité totale, j'ai baissé les yeux et j'ai vu une faible lumière provenant du téléphone de quelqu'un. En le ramassant, je me suis rendu compte qu'il était en mode appareil photo et qu'il y avait des photos de nous, des photos très récentes, tout en mode vision nocturne, certaines semblant avoir été prises depuis la fenêtre du camping-car. La dernière photo était celle de mon ami courant directement vers l'appareil. Réalisant ce qui s'était passé, j'ai supprimé les photos et laissé tomber le téléphone sur un rocher, écrasant l'écran avec mon pied. Toujours incapable de la retrouver et en train de paniquer, je suis retourné au camping-car pour demander de l'aide, seulement pour la trouver encore très ivre, assise dans une chaise longue, toujours nue. Je l'ai portée à l'intérieur,
et son petit ami l'a essuyé avant qu'ils ne s'endormissent tous les deux, blottis l'un contre l'autre sur la couchette du bas. Je ne leur ai jamais dit ce qui s'était vraiment passé, et elles ne s'en souvenaient pas le matin. Mais j'ai bien verrouillé la porte et je me suis réveillé toutes les heures pour surveiller les environs. J'avais 12 ans à l'époque, en 1998, et mes amis et moi avons décidé de partir en randonnée dans notre région rurale en Nouvelle-Écosse, au Canada. Nous avions préparé des déjeuners et nous sommes partis grimper une grande colline et entrer dans les bois. Nous étions des enfants de lotissement, habitués à jouer dans les jardins des uns et des autres, et parfois dans les zones boisées entre nos maisons s'il y en avait. Environ une demi-heure après le début de notre randonnée, nous avons remarqué un chemin qui ressemblait à une route créée par des véhicules tout-terrain. En continuant notre marche, nous étions environ 8, âgés de 8 à 12 ans, nous sommes tombés sur une grande zone dans les bois qui avait été transformée en camping. Des lits faits de branchages frais, un foyer avec du bois empilé, un endroit vraiment sympa. Nous avons pensé que peut-être des scouts avaient installé cela pour des exercices d'entraînement ou quelque chose du genre. Nous nous sommes installés et avons mangé nos encas, tout en admirant ces lits parfaits. Nous rions et plaisantions, trouvant des noms rigolos pour appeler cet endroit. Nous savions que ce serait un super endroit pour traîner. C'était en fin d'après-midi, le soleil brillait encore, et mes amis voulaient rentrer. Je leur ai dit que j'allais rester un peu pour explorer davantage les environs. Ils ont essayé de me convaincre de rentrer avec eux, mais j'ai insisté en disant que je partirais bientôt après avoir fait un tour. Je me suis allongé sur l'un des lits de branchage et j'ai regardé le ciel, un bleu vif avec très peu de nuages et une légère brise. J'étais tellement détendu. Je me sentais fier d'avoir contribué à découvrir quelque chose d'aussi cool. Puis j'ai entendu une branche se casser. Je me suis redressé et j'ai commencé à regarder autour de moi. Rien d'inhabituel. Je voyais des arbres, encore et encore, jusqu'à ce que je remarque quelque chose au loin, suspendu à un arbre. C'était loin, et à 1,75 m et 77 kg, j'étais un peu enrobé, bien que je pratiquais beaucoup de sport, je me suis dit que je devais être plus grand que tout ce qui pourrait se trouver dans ces bois. Bêtement, je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers cette chose. Je ne pouvais toujours pas distinguer ce que c'était, mais en continuant d'avancer, je me suis mis à rire nerveusement. En m'approchant, à environ 25 mètres, cela ressemblait à un corps. Je me suis figé. Maintenant, je paniquais. Mes yeux me jouaient-ils des tours ? Il n'y avait pas moyen que ce soit ce que je pensais. Pour une raison que je ne comprendrai jamais, j'ai continué à marcher vers cette chose, totalement à l'encontre de mon instinct. Mon cœur battait à toute vitesse, mes jambes devenaient de plus en plus faibles. Je me suis approché suffisamment pour voir réellement que c'était bien un corps suspendu à un arbre. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru dans l'autre sens. Alors que je courais comme si ma vie en dépendait, mon esprit allait encore plus vite que mes jambes. Je courais, et courais, jusqu'à ce que je retrouve les autres. Ils m'ont demandé pourquoi je courais, et j'essayais de reprendre mon souffle. Ils me bombardaient de questions, et moi, à bout de souffle, je suis tombé par terre. Ils se sont tous rassemblés autour de moi, essayant de m'aider et de me poser frénétiquement des questions, tandis que les amis de mon âge pleuraient. Entre deux respirations, j'ai réussi à leur dire que j'avais vu un corps pendu. Maintenant, tout le monde pleurait. Nous nous sommes assis, loin du campement, et j'ai décrit ce qui s'était passé. Ce que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai, c'est à quel point le visage était horrible. Vous avez déjà vu Robin des Bois, Prince des voleurs ? La scène où le père de Robin est dans une machine, brûlé et décomposé ? C'est à cela que cela ressemblait. J'ai raconté tout ça à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru. À ce moment-là, il faisait nuit, et il n'était pas question que je retourne là-bas cette nuit-là. Je leur ai dit que je leur montrerais le lendemain matin. Je n'ai pas dormi du tout. Je ne pouvais penser qu'à ce visage horrible. Mon esprit ne cessait de repasser la scène en boucle. Finalement, le jour s'est levé, et j'ai réveillé mes parents pour qu'on se prépare à y retourner. Nous avons marché jusqu'à l'endroit et trouvé les lits de branchage. Je leur ai montré où je m'étais allongé, et où j'avais commencé à chercher. Mais je ne pouvais pas retrouver l'endroit. Je leur ai dit de me suivre, en essayant de me rappeler dans quelle direction c'était. J'ai continué à marcher, en geignant, attendant de revoir le corps.
Mais je ne l'ai pas trouvé. Il avait disparu. Cet incident s'est produit vers la fin novembre 2018. La centrale nous a envoyé un appel pour signaler la disparition d'une jeune fille de 16 ans. On nous a demandé de retrouver un adjoint du shérif à la caserne des pompiers et d'attendre de nouvelles instructions. J'ai allumé le gyrophare de mon tableau de bord et je suis allé à la caserne pour rejoindre les autres. Nous avons reçu la description des vêtements de la fille, sa dernière localisation connue, etc. Nous sommes tous montés dans les camions et avons commencé à faire le tour des maisons de ses amis, des stations-service, de l'école, de tous les commerces locaux et des motels. Notre ville compte environ 1500 habitants avec seulement une poignée de commerces locaux. Mon partenaire et moi étions en train de quitter une station-service lorsque j'ai cru voir quelqu'un marcher dans un champ de maïs vide. Je demande à mon partenaire de s'arrêter et j'ai pris le projecteur du plancher. J'ai braqué la lumière sur ce que je pensais être notre personne disparue, mais en réalité, c'était un homme d'une quarantaine d'années, portant un gant déchiré, des bottes de cow-boy et un t-shirt blanc déchiré, taché de ce que je pensais être de la saleté. Je suis sorti du camion et j'ai commencé à descendre la colline pour entrer dans le champ. J'ai appelé l'homme et, quand je l'ai fait, il s'est retourné et a commencé à s'éloigner. Je lui ai dit poliment qu'il n'était pas en difficulté et que nous cherchions simplement quelqu'un. Il s'est arrêté, mais ne s'est pas retourné. Alors que j'essayais de m'approcher de lui, j'ai soudainement ressenti une envie irrésistible de retourner au camion et de partir. J'ai fait demi-tour et j'ai commencé à remonter la colline en toute hâte vers le camion. À mi-chemin, je me suis retourné et l'homme, dans un champ de maïs vide, avait disparu. J'ai couru le reste du chemin jusqu'au camion, j'ai claqué la porte et j'ai dit à mon partenaire, « Fous-nous le camp d'ici, t'as vu ce truc ?» Il a répondu qu'il l'avait vu et qu'il avait également ressenti une sensation de malaise pendant que je lui parlais. Je ne crois généralement pas au paranormal, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas simplement mettre sur le compte de l'imagination. C'est juste une de ces choses qui reste inexplicable. Peu de temps après cette rencontre, le chef de la police a annulé les recherches dans notre ville et a concentré l'attention et les effectifs sur la ville voisine, où la jeune fille disparue a été retrouvée, saine et sauve, en train de faire la fête et de boire avec ses amis. Quant à moi et l'autre pompier, nous ne parlons pas de l'homme dans le champ. Une fois, j'étais à la chasse avec mon oncle. Enfin, j'étais là, en tout cas, j'avais 8 ans à l'époque. Nous avions essayé de retrouver un petit élan que nous avions vu s'enfuir dans la forêt à travers un champ. Tout semblait normal, à part le fait que la zone était très silencieuse. Mais après tout, nous étions deux humains qui marchions, alors nous avons supposé que la faune était simplement prudente. Finalement, nous avons réussi à le retrouver dans une autre clairière, et mon oncle a décidé de tirer car il commençait à se faire tard et nous devions l'écorcher, le vider et le dépecer avant le coucher du soleil. Il l'a touché en plein cœur, et l'élan n'a réussi à tituber que sur une trentaine de mètres avant de s'effondrer au bord de la forêt. Je l'ai félicité pour son tir, et nous avons pris notre équipement pour nous approcher. Maintenant, avant de vous raconter la suite, gardez à l'esprit qu'un élan pèse généralement plusieurs milliers de livres. Nous nous approchons, et mon oncle ne voit plus l'élan. Bizarre, parce que nous l'avions vu tomber, et nous savions qu'il avait été touché mortellement. Nous arrivons sur place, et la bête est, tout simplement disparue. Mon oncle commence à entrer dans la forêt, et tout à coup, tous les poils de mon corps se dressent et je laisse échapper un petit gémissement. Je ne suis pas une poule mouillée, mais j'avais un très mauvais pressentiment. Mon oncle me regarde, à la fois agacé et perplexe, et à peine à une trentaine de mètres de là, nous entendons une respiration lourde. La première chose à laquelle nous pensons, c'est un grizzly, alors il me pousse derrière lui, prépare son fusil et crie aussi fort qu'il peut. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça a laissé tomber l'élan d'au moins quelques pieds de hauteur, on le sait parce qu'on a entendu un énorme bruit sourd, et ça s'est mis à courir dans l'autre direction. Il faisait sombre sous les arbres, donc nous n'avons pas vu grand-chose, mais mon oncle a décidé que la chose pouvait garder l'élan. Nous n'allions pas rester là pour découvrir ce qui pouvait soulever un élan entier dans les airs et l'emporter. J'étais garde forestier au parc national de Glacier, dans le nord du Montana. Un appel est arrivé vers 3 heures du matin, signalant un campeur en détresse près de notre poste,
mais il fallait environ 45 minutes de marche sur un terrain assez rocailleux pour y arriver. Nous nous sommes donc équipés et avons commencé à marcher. Mon partenaire et moi étions à environ 30 minutes de marche lorsque j'ai ressenti un pressentiment, comme si quelque chose n'allait pas. Il faisait nuit noire, nous n'avions que nos lampes frontales pour nous éclairer, et nous étions en plein territoire des grizzlies. Nous étions à environ 10 minutes de notre destination lorsque nous avons commencé à entendre le son d'un bébé qui pleurait. Nous avons immédiatement accéléré, en criant et en avançant plus vite, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange qui m'a glacé le sang. Le son du bébé qui pleurait était répété en boucle, c'était exactement le même cri encore et encore. J'ai dit à mon partenaire de s'arrêter et d'écouter pour lui prouver que je n'étais pas en train de devenir fou. Il était un nouvel embauché, et j'ai vu toute la couleur disparaître de son visage quand il a compris aussi. Nous avons décidé de rebrousser chemin aussi vite que possible, craignant pour nos vies face à l'inconnu. Nous n'avons jamais reçu un autre appel concernant un campeur en détresse après cela. Encore aujourd'hui, j'en ai des frissons en racontant cette histoire. Nous avons un camp où nous allons pendant les mois de chasse, et à peu près tous les autres week-ends d'entretemps. Pour y arriver, il faut quitter une route principale pour emprunter un chemin de gravier, rouler sur environ 1 km, puis tourner sur un autre chemin de gravier pendant environ un demi-kilomètre. Le camp est entouré par quelques autres camps, ainsi que par des résidents qui vivent dans le coin. C'est calme, pour la plupart du temps. Il y a des coyotes et des lynx roux. Les lynx roux sont les pires à cause de leurs cris terrifiants qui ressemblent à ceux d'une femme appelant à l'aide. Il y a aussi eu des signalements de panthères noires et de chiens sauvages. En 2013, nous étions au camp pour Thanksgiving. Nous avons chassé, pêché, cuisiné, bu, tout ce qu'on fait habituellement au camp. Une nuit, nous étions assis autour d'un feu, échangeant des histoires drôles et profitant du silence de la forêt. Pendant que nous parlions, nous avons tous entendu un « au secours ». Au début, nous avons pensé que c'était un lynx. Nous avons tendu l'oreille et l'avons entendu à nouveau. C'était la voix d'un homme criant « au secours » à plusieurs reprises. Notre premier réflexe a été de prendre nos fusils. Le deuxième a été de nous diriger vers la voix, mais dans les bois, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Il faisait sombre et froid. Les chasseurs connaissaient bien la région. Nous avons appelé la police et expliqué la situation aux agents qui sont venus sur place. La partie étrange, c'est que nous n'avons jamais entendu la voix pendant que les policiers étaient avec nous. Pas une seule fois. Les agents sont partis, et nous avons de nouveau entendu l'homme crier « au secours ». Environ une demi-heure plus tard, les agents sont revenus, et encore une fois, nous n'avons rien entendu. Silence total. Nous avons tous décidé qu'il valait mieux rentrer dans le camp pour la nuit. Nous n'avons jamais découvert ce qui s'était passé. Depuis, je ne suis retourné au camp qu'une seule fois. Cette expérience m'a vraiment perturbé. En 2016, mon petit ami, maintenant mon mari, et moi sommes allés camper dans l'est de la Pennsylvanie. L'endroit où nous avons décidé de passer la nuit était très rudimentaire, camping gratuit, pas de service de téléphone portable, à peine une route, etc. Nous avons croisé 2 autres personnes. Elles n'ont peut-être aucun lien avec ce qui s'est passé ensuite, mais elles étaient assez étranges pour que je les décrive. La première personne était une femme dont le camion était garé sur le côté de la route alors que nous passions. Elle avait le capot ouvert et semblait attendre que quelqu'un s'arrête pour l'aider. D'habitude, mon petit ami n'avait aucun problème à aider quelqu'un, mais cette fois, il a dit que quelque chose chez elle le mettait mal à l'aise. Elle ne semblait pas vraiment avoir besoin d'aide, et habituellement, les gens en difficulté vous regardent avec espoir quand vous approchez. Elle avait l'air de simplement s'attendre à ce qu'on s'arrête. C'est ce que mon petit ami a dit en tout cas, de mon côté, je n'avais rien remarqué de particulièrement étrange. La deuxième personne est arrivée après que nous ayons choisi un emplacement et commencé à préparer un feu pour nos hot dogs. J'avais remarqué que des voitures passaient de temps en temps, mais mon petit ami a fait remarquer que c'était toujours la même voiture et que l'homme à l'intérieur nous regardait à chaque passage. Mon petit ami était un peu mal à l'aise à ce sujet, mais nous avions cherché un endroit pendant un moment avant de trouver un site qui nous plaisait. Il avait plu et tout était boueux, alors nous voulions le site le plus sec possible. Il se pourrait que cet homme ait fait la même chose que nous. Nous avons brièvement envisagé de changer d'endroit,
mais la route était également boueuse. S'il voulait nous retrouver, il n'avait qu'à suivre les traces. Il y avait d'autres traces, mais pas beaucoup. Il lui aurait suffi de revenir un peu en arrière pour nous localiser à nouveau. Finalement, il n'est pas repassé, alors nous sommes restés et avons passé les quelques heures restantes avant la tombée de la nuit à nous amuser. Personne d'autre n'est passé. Que ces deux personnes aient ou non un lien avec ce qui s'est passé ensuite, la vraie peur est venue plus tard. Nous étions endormis dans notre tente et, vers 3 heures du matin, nous avons été réveillés par un bruit très fort. Je ne peux pas bien le décrire ou même me rappeler exactement à quoi il ressemblait, mais mon petit ami a dit que ça lui faisait penser au bruit d'une mitrailleuse qui se prépare à tirer. Il a aussi comparé le son à celui qu'on entendrait si quelqu'un enregistrait une pelle traînée sur du gravier et passait l'enregistrement sur un haut-parleur. Il s'est levé d'un bond et a regardé par la petite fenêtre, mais il n'a rien vu de particulier. Le bruit s'est répété plusieurs fois. J'étais trop terrifié pour parler, alors mon petit ami a chuchoté que ça venait probablement de loin et que je devrais essayer de me rendormir. Je n'ai pas remis en question ce qu'il disait, pensant que des bruits forts pouvaient être entendus à des kilomètres. Après notre départ, il m'a avoué qu'il avait en fait l'impression que le bruit venait de juste en bas de la route, mais qu'il ne voulait pas m'effrayer davantage. Avec le recul, j'aurais peut-être dû me demander pourquoi il chuchotait si le bruit venait soi-disant de si loin. J'étais toujours terrifié. Chaque petit bruit que j'entendais dehors me faisait penser que quelqu'un marchait autour de la tente. Nous sommes restés allongés là pendant un moment, jusqu'à ce que mon petit ami me dise de m'habiller car nous allions partir. Cela m'a alarmé encore plus, surtout quand il a sorti la machette que nous avions achetée pour ce voyage de son emballage en plastique avant d'ouvrir la tente. Nous avons rapidement rangé nos affaires et chargé la voiture. J'ai cherché des empreintes autres que les nôtres, mais malgré la lumière de la lune, je n'ai rien vu. J'ai tout de même remarqué quelque chose que mon petit ami n'avait pas vu avant que nous montions en voiture, il y avait une canette de bière près de notre feu éteint, qui n'était pas là avant. Nous n'avions même pas apporté de bière. Pendant que nous nous éloignions en voiture, mon petit ami m'a expliqué qu'il craignait que quelqu'un ait essayé de nous attirer dehors, alors il ne pensait pas que c'était une bonne idée de sortir de la tente immédiatement. Il s'attendait aussi à ce qu'on ait siphonné notre réservoir d'essence, mais cela ne nous aurait pas empêché de partir puisque nous avions une voiture hybride. Nous avons plaisanté en disant que cela ferait une bonne publicité pour les voitures hybrides, nombre de meurtres évités grâce à une voiture hybride. 2. Nous avons plaisanté parce que nous étions encore morts de peur et sous l'effet de l'adrénaline. Pour le reste de notre voyage, nous avons seulement séjourné dans des campings bien peuplés ou pris une chambre d'hôtel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.